Quand tu te réveilles de ton coma à 17 ans, avec les médecins autour de toi qui disent que plus jamais un seul jour de ta vie tu pourras remarcher, ça te forge. Les médecins ont annoncé à mes parents, à 2 reprises, que j'étais décédé. Je suis revenu. Et ils savent pas comment. J'ai une flamme, quelque part. Ma marche fait que je force 14 fois plus qu'invalide. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est l'histoire de ma vie, ça. C'est incroyable. Bonjour Florent, comment vas-tu? Bonjour Michel, bien, toujours. Toujours bien, moi. Je suis content de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast. Merci. Et comme pour tous mes invités, j'aime bien faire connaissance en live. Ok. Et aujourd'hui, juste 5 minutes, Ok. est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? Ah, waouh. Florent, 47 ans, papa de 3 enfants, Ok. ancien rugbyman et aujourd'hui multi-entrepreneur. Multi-entrepreneur. Ouais. Alors moi, il y a un truc chez toi que j'ai observé. Et dès le premier jour où j'ai vu ta photo et que je t'ai parlé, Ok. tu inspires la bienveillance. Ouais. Tu inspires la joie de vivre, Aussi. la gentillesse, tout ce que... Bon, je vais après, on arrête les compliments. Voilà, s'il te plaît. C'est Mais un peu gênant. souvent, les gens qui sont comme ça Ouais. ont eu un parcours qui est un peu difficile. Ah, Donc, en fait, ils sont beaucoup tombés et se sont relevés. ouais. Et aujourd'hui, ils ont une forme de résilience qui les amène en fait à dire, bon, s'il m'arrive quelque chose, je sais faire. Ben oui. Et c'est ce que tu inspires. Et aujourd'hui, on va repartir de ton enfance Ok. et on va essayer de comprendre en fait l'homme que tu es, le papa que tu es, et qu'est-ce qui t'a fait amener à devenir ce que tu fais dans ton travail aujourd'hui. Ok. Parce que souvent, en fait, j'ai vu que, par exemple, sur les réseaux, tu parles beaucoup de management, tu es bienveillant avec tes équipes et tout. Mais ça, si tu en parles beaucoup et si tu l'es, Oui, c'est parce que tu l'es toi-même, c'est ça. en fait, avec les autres. Considères-tu que tu as eu une enfance bien? Alors, enfance très heureuse, voilà, des parents aimants, très présents, qui m'ont permis plein de choses, le sport, les études, etc. Ensuite, adolescence compliquée. Rien à voir avec mes parents ou autres, mais un accident de la vie, un accident de la route, voilà. Très violent, que j'ai eu à 17 ans. D'accord. Et qui a complètement changé ma vie, ça c'est certain. Ma vie d'avant, ma vie d'après. Quand tu dis beaucoup changer ma vie, bon, j'imagine que ça t'a créé un handicap. C'est ça. Mais avant, tu étais sportif, tu faisais des choses et ça t'a coupé net dans ton évolution, c'est ça? C'est ça. Alors ça c'était, oui, une première partie. C'est-à-dire que j'étais sportif de haut niveau, au rugby, avec toutes les valeurs que ça véhicule déjà. Oui, on revient on un en petit a peu à ton parlé. introduction, voilà, c'est ça. Donc ça c'est sûr, quand je me suis réveillé de mon coma, de mon accident de moto, j'étais passager d'une moto, voilà. J'ai bien compris que le rugby c'était fini et que j'allais devoir réinventer ma vie. Hein, voilà. Donc encore une fois, j'ai la vie d'avant et la vie d'après qui est merveilleuse, hein, je te rassure. Hein. Tous les matins, voilà, je me réveille avec le sourire et je remercie la vie. Ce qui m'a permis d'avoir aussi cette vie extraordinaire aujourd'hui, puisque tu as raison, c'est dans les difficultés de la vie, et là je voudrais te dire difficultés extrêmes, quand tu te réveilles de ton coma à 17 ans, avec les médecins autour de toi qui disent que plus jamais un seul jour de ta vie tu pourras remarcher, Ah oui. quand même, Ouais, voilà. Alors que tu as des rêves de rugby, des rêves de plein de choses, voilà. Ça te forge. Ok. Soit tu sombres, je serais tenté de dire, c'est souvent malheureusement et tristement le cas. Très dur de retrouver l'énergie, la flamme, etc. Surtout à cet âge-là. Oui, oui. Oui, parce qu'on a des éléments de comparaison autour de nous, d'autres jeunes et tout. On est en pleine expansion à ce moment-là. Écoute, Michel, c'est ça aussi qui m'a permis, aujourd'hui on en parlera peut-être, d'être en succès entrepreneurial, etc. et d'avoir cette fibre humaine surdéveloppée. Moi, à 17 ans, à l'âge où tous les copains sortaient dans les bars, Oui. le début des petites copines, C'est etc. ça que je parlais. Ah oui, les boîtes de nuit, tout ça, j'ai pas connu tout ça. Ok. J'ai pas connu. J'étais dans le dur, j'étais dans le mal, centre de rééducation pendant 1 an. 1 an. Et ouais, à me battre contre tous les médecins qui tous les jours me disaient arrête d'espérer, jamais tu en T'as eu marcheras. un problème au genou, c'est ça? Un peu plus grave que ça. Plus grave, Ouais, c'est un peu une liste à voilà. Principalement touché à la moelle épinière. Ok. Ah oui. Donc je suis ce qu'on appelle paraplégique. Ok. Ouais.
avec normalement aucun espoir de remarcher, mais à force de volonté, etc. Attends, juste, je récapitule. Quand tu fais ton accident, donc tu sors du coma, ouais. On t'annonce que tu pourras plus marcher. Et quand je dis plus marcher, c'est carrément plus se mettre debout. C'est ça. Ok. Donc, paraplégique, fauteuil roulant, à vie. Okay. C'est-à-dire que mes jambes ne répondent plus, ne fonctionnent plus, je ne sens plus mes jambes. Alors, ça fait pas longtemps, 17 ans. Ouais. Je te tue pas sur l'âge. Mais ça fait juste 30 ans cette année. Ça fait 30 ans. Voilà. Mais t'es sympa. Toujours. Oui. Mais petite punchline quand même. Oui. Donc tu sors du coma, on t'apprend ça. Oui. Donc bouleversement total dans ta tête parce que c'est pas quelque chose de facile à comprendre déjà. Ah bah ma première réponse au médecin, pardon je te coupe, c'est rendormez-moi. Je veux pas de cette vie-là en fait. Okay. Ah Michel, ça me fait des frissons 30 ans après. Désolé. Non, c'est bon. Je suis en paix avec ça aujourd'hui, okay. Tu vois. On pourra en parler, mais je suis en paix. Et c'est ce qui me permet encore une fois d'avoir cette vie extraordinaire. J'étais avec un succès dans le rugby, puis tout le monde aimait Florent, tu vois, gentil okay. Florent, etc. Comme aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais. Merci. Tu te réveilles du coma, non, puis tu comprends tout de suite. Tu sens plus rien, les médecins te disent. Donc tu vis cette période qui est difficile, l'entourage, je suppose, familial et tout, est autour de toi. Ouais, très présent. Donc soutien, mais t'écoutes pas trop parce que dans ces moments-là, en fait, c'est pas tes ennemis, mais ils sont pas là. Hein. Alors disons que dans mon fonctionnement à moi, c'est surtout que je remontais le moral de tout le monde, tu vois. Ah, ça va aller, vous inquiétez pas. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors plus que ça vous, rassurez-vous, tout va bien se passer, je vais m'en sortir. Ouais. Okay. C'est mon caractère, ça. C'est ton caractère. Ah, ouais. On se ressemble un peu sur ça. Ouais, bon bah top. Donc mes parents, évidemment. Puis tu vois, ce que ça me renvoie aujourd'hui, c'est très particulier, cette année-là, aujourd'hui, 2025. Parce qu'encore une fois, ça fait 30 ans. Je suis papa de 3 filles, comme je t'ai dit. Elles ont 17 et 15 ans. J'ai 2 jumelles de 17 ans. Ok. Comment ? C'est bien de préciser, parce que 17 et 15 ans, on peut faire plein de films pour 17. C'est ça. Elles ont l'âge que j'avais quand mon accident est arrivé. Donc je me mets à la place de mes parents. Okay. Comme si ça devait m'arriver aujourd'hui. Enfin, c'est pas possible à vivre, en fait. Ce que tu dis, c'est super intéressant. Alors moi, c'est pas dans le même état que toi, mais moi, je n'ai compris le rôle de mes parents que le jour où j'ai été papa. Ah, mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Je comprends, et on comprend tout, et on excuse tout, et voilà, c'est ça. Et on espère que nos enfants comprennent à leur tour. Exactement. Voilà, ce qu'on n'avait pas compris à leur époque. Les parents, tu dis, ah oui, voilà, c'est ça. Je comprends mieux maintenant. Sûr, voilà. Donc, je suis dans cet âge-là, ça me renvoie à quelque chose de très particulier. Et pour en revenir à ta question... oui, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que je remontais le moral de mes parents qui sombraient, hein, très clairement. Voilà. J'essayais d'être aussi proche de mon petit frère, qui a beaucoup trinqué et on l'a oublié. Oui. Voilà. Et ça, c'est souvent le syndrome et c'est compliqué. Et puis, dans ces moments-là, si tu veux, pour l'avoir un peu vécu et vu autour de moi, quand tu as un drame comme ça qui arrive, c'est un drame dans une famille, soit ça soude complètement une famille, soit ça l'explose en fait. Bon, on a été dans le deuxième cas de figure. Ok. Ouais. Mes parents sont quittés, divorcés, c'est très très compliqué. C'est insupportable. Beaucoup de culpabilité de ta part ? Ouais. Ok. Ouais. Oui, parce que en plus, comme c'est arrivé dans le même... Alors évidemment, il devait y avoir déjà un fond. Mes parents sont très pudiques, donc j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire, tu vois. Okay. Mais il y avait certainement déjà un fond de choses qui n'allaient pas entre eux, mais ça a été la grosse goutte d'eau. Voilà. Ouais, mais vraiment. D'autant plus que mon père, à l'époque, qui était très très malheureux, hein, lui aussi, a commencé à reprocher un peu ça à ma mère, l'accident, tout ça. Donc ça a précipité leur séparation. Voilà. Des éléments un petit peu compliqués comme ça, si tu veux. Hein, donc tu avais à gérer ton problème de santé. Ouais. Gérer les problèmes familiaux. Ouais. Gérer en fait ce que les gens pouvaient penser de toi en termes de tristesse. Tu voulais les aider. Oui, c'est ça. Donc tu avais tout à gérer. Tout sur mes épaules, ouais. Et comment, à un moment, tu t'es dit, bon, écoute, docteur, moi, tu m'as dit que je vais rester allongé ou sur un fauteuil roulant toute ma vie. Ça va pas fonctionner comme ça, parce que jusqu'à preuve du contraire, je te vois marcher quand même. Voilà, c'est ça. Comment tu as eu ce déclic-là ? Est-ce que tu y as pensé ou tu t'es dit non, moi, c'est pas possible d'avoir cette vie-là, je veux m'en sortir ? Ouais, c'est ça. J'ai toujours refusé le diagnostic. Ok. Toujours. Voilà, passé les quelques secondes où je te disais, je me réveille du coma, je veux qu'on me rendorme. Tout de suite, je me suis mis en mode combat, et puis même, c'était pas une option.
C'était pas une option. J'ai une flamme, quelque part, tu vois. Je te l'ai pas dit, mais en me réveillant de mon coma, on m'apprend aussi que les médecins d'un hôpital très réputé en région parisienne, spécialisé dans cette pathologie neurologique, donc vraiment des experts, ont annoncé à mes parents, à 2 reprises, que j'étais décédé. D'accord, ok. Voilà, Ok. médicalement décédé. Je suis revenu. Et ils savent pas comment. Je comprends Tu vois beaucoup de choses maintenant. Bah oui, voilà. Ce refus, voilà, et cette envie de vivre, en fait. Hein. Donc pour moi, ça n'a jamais été une option. J'ai toujours... oui, les médecins, après, j'ai passé 1 an en centre de rééducation. Tous les médecins, psychiatres, kinés me disaient « Florent, arrête d'espérer, tu seras jamais debout, tu vas déprimer. » C'est sûr quand même que le corps médical Alors, soit pessimiste. Oui, invariablement, je leur répondais « Si je serais debout un jour », tu vois, droit dans les yeux comme ça. C'était ça ma détermination. Mais c'est l'histoire de ma vie, d'être déterminé, en fait, tu vois. Après, avec le recul, je comprends aussi. Avec le temps, j'ai réfléchi pourquoi ils disaient ça. Pour l'acceptation. Alors, c'est surtout que très peu de gens, malheureusement, s'en sortent comme moi. Okay. Très peu de gens. Je veux dire, après comment j'ai fait, bon, faut avoir du caractère. Hein. Et donc, je comprends avec le recul que des médecins ne laissent pas d'espoir, ne veulent pas laisser d'espoir, parce que 99,9% des gens ne pourront pas remarcher. Okay. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris. Voilà. Bon. Donc, j'étais dans ce cas-là. Alors, faut le dire à personne, mais je t'avouerai que même si j'étais sûr de moi dans les yeux en disant si je serais debout un jour, en parallèle quand même, je m'entraînais à ce qu'on appelle en handisport, tu vois, en fauteuil roulant, pour dire allez, Florent, au cas où je remarche pas, je ferai les Jeux paralympiques, tu vois. Ouais, t'as toujours une porte de sortie. Toujours une porte de sortie et avec panache, tu vois. Je ferai les Jeux paralympiques, voilà, et je m'entraînais à ça. D'accord. Mais voilà, alors comment j'ai fait pour m'en sortir? Écoute, t'es dans un centre de rééducation pendant 1 an. T'étais dans une vie très active, tu vois. Bah oui. Sportif de haut niveau, l'année du bac. Sortir, s'amuser. Ouais, alors un peu, mais raisonnablement, parce que très studieux. Bon, je faisais le pitre, hein, toujours, je faisais rigoler tout le monde, mais très studieux à l'école. Ah bon, t'imagines? Tu m'as pas vu encore. Invite-moi un barbecue et tu verras. Donc, faire le pitre, mais très sérieux. Le sport de haut niveau, bah, tu sais, il faut quand même avoir une hygiène de vie, tout ça. Mais oui. Et tout ça pour dire que... je sais plus trop, c'était quoi le sujet? En gros, tu m'emmenais loin, là. Tu es dans le centre de rééduc. Ah oui. Tout le monde te dit que c'est pas possible que tu t'en sortes. Et à un moment, toi, tu as un déclic peut-être. C'est ça. Alors, disons que j'étais dans cette vie très active, etc., que je t'évoquais précédemment. Et là, tout s'arrête, en fait. Le temps s'arrête. T'as vu le film Grand Corps Malade, non? Enfin, de Passion. Passion, Grand Corps Malade. C'est ça. D'accord, ok. Alors, ce qu'il y a de fou en plus, quand j'ai vu ce film-là, ça m'a percuté. Ça a dû te ramener dans des souvenirs. Et tu crois pas si bien dire, c'est qu'en fait, j'ai eu exactement la même chose que lui. Alors lui, tétraplégique, moi paraplégique, même chose. Et ça a été filmé dans le même centre de rééducation que le mien. Ouais. T'as tout l'effet, quoi. Tout. Beaucoup pleuré en regardant le film, évidemment. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que t'as tellement rien à faire que tu connais le nombre de petits trous dans le plafond dans la lampe, tu vois. 356. Patience incroyable. C'est le titre du film. Patient. À double titre. T'es patient, il faut t'armer de patience, effectivement. Donc, dans ce centre-là, déjà, tu mets un peu ta dignité de côté. Parce que tu peux pas bouger. Donc... il n'y a plus d'ego, il n'y a plus rien. 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 Tu retournes, en fait, pour imager la chose et être un peu dur, en fait, t'es... Un bébé. Un bébé, ouais. On te lave, on te couche, on te donne presque à manger. Bref, t'es dépendant d'autres personnes. Compliqué, hein. Très compliqué. À 17 ans, pleine fleur de l'âge, compliqué. Bon, ça t'apprend la patience. Et puis, le reste du temps de ces soins-là, t'es bercé par France Info en boucle à la radio. Télé-shopping M6 magnifique, tu vois. Connais par cœur. Que ça, ta journée. Que ça. Et là, tu te dis, faut que je me sorte de ça. Soit j'en reste à ça et je sombre. Et Michel, des gens sombrés, j'en ai vu plein. Tu les voyais.
Ben, j'en ai vu plein. Voilà. Tu vois, quand du haut de mes 17 ans, je me lève un matin et je demande aux aides-soignants, il est où Malik, mon voisin de chambre? Malik, il est plus là, tu vois. Okay. Parce qu'il a quitté la vie dans la nuit, parce que c'était trop dur. J'ai vu ça à 17 ans. Très chaud. Quand même. Ouais. En plus, les liens que tu crées avec ces personnes-là, c'est des liens fraternels presque. Oui, parce que tu es dans le même combat. On est dans la merde tous les deux. Voilà, c'est ça. Solidaire dans la galère, tu vois. Ou quand je râle parce que je passais en fauteuil roulant du 2e étage par la rampe, comme ça, puis là, ils ont mis un poteau. Et je dis, mais vous êtes idiots, pourquoi un poteau, je peux plus passer? Okay. Ah oui, justement. Parce que quelqu'un s'était foutu en l'air, tu vois, ras le bol. Ou de voir des gens aussi rester pendant des années et des années, mais 5 ans, 10 ans, tu vois. Dans un centre de rééducation. C'est long, quand même. C'est une sorte de prison, en fait. Entre guillemets. Et l'inverse, tu vois. Je discute avec lui, je dis, mais pourquoi tu restes là aussi longtemps, 5 ans, 10 ans? Il me dit, Florent, j'ai peur de sortir. Ok. J'ai peur de sortir. Le monde des valides, tu sais. Là-bas, le regard des autres. Ce que c'est. Voilà, t'as rien à faire trop, etc. Mais t'es coucouné, t'es protégé, tout est adapté, tu vois. C'est dur dehors. C'est très, très dur dehors. Ouais. C'est bien que tu en parles parce qu'on n'a pas cette vision-là. Quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas comprendre. Et d'ailleurs, ça va aider peut-être des personnes à avoir un autre regard aussi. J'aimerais bien, si ça peut servir, avec plaisir. Et moi, d'ailleurs, je suis sorti trop tôt, tu vois, contre l'avis des médecins, etc. Mais je ne voulais pas ça. C'est-à-dire faire le mois de trop, ou tu vois, qui me disent j'ai peur, je reste, en fait. Je voyais trop ça. Donc, je suis sorti un peu trop tôt pour ça, pour cette raison-là. T'as une belle prise de conscience. Oui. Battant, quoi, toujours. Ouais, toujours. Okay. Toujours. Je préfère me confronter au monde dur des valides. Du coup, là, t'as 18 ans environ? Ouais, j'ai 18 ans. Je souffle mes bougies de 18 ans dans un fauteuil roulant. Ok. Bon, j'avais pas prévu ça. Hein. Non. Ouais, c'était pas dans mes plans de carrière, dans mes plans de vie. Bon. Et puis, comment j'ai fait pour m'en sortir? Je te disais, au-delà des journées rythmées par la radio, la télé, tout ça, tout le reste du temps, 10 heures par jour, tous les jours, c'est long, hein? C'est long. Je regardais mes jambes dans mon lit, là, allongé, et je leur disais, bouge, 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 10 heures par jour. C'est fou. Tous les jours. Ben oui. Et puis un jour, j'ai mon orteil droit qui a commencé à bouger de 5 mm. Je dis, voilà, tu vois, Florent, tu vas être debout. Ben ouais. Genre, quand ton orteil il bouge, ouais. Tu le sens tout de suite, toi qui bouge. Je le vois, surtout. Oui, tu le vois. Ouais, je le vois. Et là, dans ta tête, j'ai gagné. C'est bon, j'ai gagné. Okay. J'ai trouvé la clé, en fait. Ok. J'ai trouvé la clé. Et la clé, c'est quoi? C'est que, bon, tu vois, là, mes jambes, je les sens pas. Bon. Ok. Donc, pour t'expliquer assez simplement, j'ai recréé un schéma de marche différent de quelqu'un de valide. Je t'explique. On respire, toi et moi, de manière inconsciente. On ne réfléchit pas à respirer. Oui. On cligne des yeux de manière inconsciente. Ok, sans réfléchir. Tu marches de manière inconsciente. Oui. Je marche de manière consciente. Je suis obligé de dire en permanence. Tu demandes à ton cerveau de le Mon faire. cerveau donne l'ordre. Okay. Lève le genou, pose ton pied, déplace ton bassin, etc. En permanence. Et même si je suis debout, alors là on est assis, merci, c'est plus confortable pour moi. Si je suis debout et que je discute avec toi, en même temps que je discute avec toi, je me dis en permanence, tiens debout, tiens debout, tiens debout. Sinon je tombe. Tu es obligé de te rappeler constamment de ce que tu es en train de faire. Oui, Michel. Ok. Voilà, quand même. Wow. Ouais. Enfin, c'est dur de... Épuisant, oui. Oui, ça, mais même avant ça, de commander son cerveau. Ouais. Non? C'est un travail de monstre, ça. Oui, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de l'avoir surentraîné et de l'utiliser maintenant à des jolies choses, tu vois. Ok. Voilà. J'étais sportif de haut niveau, maintenant j'ai un cerveau de haut niveau. Enfin, je pense, tu vois, de l'avoir entraîné comme ça. Tu peux faire de la neuroscience et tout. Ouais, je me suis beaucoup documenté, bien sûr, sur la neuroscience, beaucoup lu, etc. Essayer de comprendre. Le cerveau est capable de merveilles, en fait. Du coup, en fin de journée, si tu fais beaucoup de choses qui t'amènent à devoir marcher... Épuisé, Michel. Mentalement comme physiquement, tu dois être... Mais t'as tout compris. Mon cerveau ne s'arrête jamais. Ça, c'est sûr. Et ça, mentalement, c'est épuisant. C'est sûr. Sauf quand je suis assis, là, puis je passe un bon moment. Donc,
C'est vraiment cool. Ça, c'est mentalement. Et tu as raison, physiquement aussi. C'est-à-dire que ils avaient mesuré à l'époque le coefficient d'effort physique. Ma marche fait que je force 14 fois plus qu'un valide. Ok. Je t'explique. C'est le contrôle, non? Je monte un étage. Ok. C'est l'équivalent de 14 pour toi. Ouais. Tu vois le ratio? J'ai compris. Ouais. Monte 14 étages, tu comprendras. C'est le côté physique et aussi le côté concentration, la connexion entre les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout que, en fait, c'est des connexions électriques, tu vois. Oui. Et comme ma moelle épinière est lésée, abîmée à cet endroit-là, ce qui se passe en dessous est distordu, ne fonctionne plus bien, si tu veux. Hein. Mais j'ai réussi à recréer un faible signal électrique. Okay. Et par ce faible signal électrique, j'envoie mes ordres à moi, qui sont imparfaits. Hein. Tu m'as vu marcher avec une canne, je boite, etc. Mais je suis debout, d'accord ? Tu es debout, quoi. Mais comme c'est déficient, ce faible signal électrique, ça demande du taf, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut envoyer la dose de commande pour qu'il y ait un petit effet in fine, tu vois, au bout. Ouais. C'est fou parce alors moi c'est pas du tout. Moi j'ai eu un gros problème de santé en 2000, je sais plus combien, 15. Okay. J'ai eu une lésion au cerveau. Ça s'appelle une crise d'épilepsie partielle. Et rien s'est passé maintenant. Tout va bien. Okay. Et j'ai fait un malaise type AVC. D'accord. Et j'ai perdu la parole. Chaud. Et alors moi j'ai une particularité, c'est que j'ai une très grande mémoire. Bien. Mais vraiment surtout des chiffres. Je peux lire des chiffres ou des lettres. Par exemple, les codes Wi-Fi, je le lis une fois, je retiens à vie. Ah ouais, c'est chaud. Donc toujours on me demande d'ailleurs. Ouais, ok. Et maintenant on peut faire copier-coller ou scanner. Donc je suis tranquille. Et quand j'ai eu mon problème, je me rappelle, il y avait ma mère qui était en face de moi. Elle me parle, et moi je parle 3 langues, le français, l'arabe et le wolof, la langue du Sénégal. Parce que je suis originaire de là-bas. Chouette. Et j'ai perdu les 2 langues, l'arabe et le wolof. Dingue. Et je comprends, en fait, quand tu parles de connexion avec ton cerveau, c'est que moi, j'ai retrouvé mes facultés très rapidement parce que je me forçais à reconnecter ma mémoire. Et voilà. Donc, je comprends un petit peu. C'est pas la même chose que toi, c'est plus chaud quand même. Hein. Oui, mais c'est le principe. Le cerveau, c'est un outil merveilleux. Merveilleux. Mon neurologue, il est venu me voir avec un chargeur. Il m'a dit, c'est quoi ça? Il était blanc, le truc. J'ai dit, c'est une vache. Ah, la vache? J'attendais de dire. Et moi, je regarde, je fais, pourquoi il fait cette tête? C'est une vache, le bordel. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Bon, voilà. Donc, je te comprends dans certains trucs par rapport au cerveau. Mais c'est vrai que la connexion que tu as créée, est-ce que tu sais s'il y a d'autres personnes qui ont réussi à faire ça ou pas? Alors, visiblement, très peu. Ok. À l'époque, on m'avait dit 1 sur... voilà. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire, ça. Personne ne peut t'aider à le... C'est un travail perso. Le fait que tu parlais à tes jambes 10 heures par jour, c'est comme si tu faisais en sorte que ton cerveau se rappelle qu'il a des jambes. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Mais le cerveau est capable de plein de choses. Et je vais te livrer une autre anecdote. Mais comment? Alors attention, pour pas créer de faux espoirs ou autre, et vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Ma moelle épinière, pour entrer un peu dans le détail technique, n'était pas sectionnée. Ok. Elle était compressée, et plus rien ne circulait. Mais à force, il y avait quand même ce faible signal électrique. Si la moelle épinière est sectionnée, dans l'état actuel de la science, il n'y a rien à faire. Et tu as beau avoir un cerveau d'Einstein, malheureusement, tristement, tu ne pourras rien faire en fait. Mais là, comme il restait un faible signal électrique, qui ne fonctionnait plus, parce que paraplégie, flasque, ils appellent ça. Flasque, il n'y a plus rien, tu vois, plus rien qui répond. Mais je me suis dit, allez, il y a quand même espoir que j'arrive à refaire fonctionner quelque chose. Tu vois. Et c'est ce qu'on appelle, neurosciences, tu as raison, je me suis beaucoup documenté, la plasticité du cerveau, en fait. La plasticité. Voilà. On peut recréer, c'est ce que j'ai fait, des synapses, c'est-à-dire d'autres connexions. Si on fait un scan de ton cerveau, t'es peut-être pas tout seul dedans, moi non plus, mais bon, bref. Ce qu'on verra surtout, c'est que c'est pas les bons qui parlent même là, entre eux. Mais ça sera off caméra. Et le schéma de marche que j'ai dans mon cerveau à moi est aujourd'hui différent des valides. Tu vois, parce que j'ai créé des synapses et un circuit différent. Ouais, c'est fou ça. T'as reprogrammé en fait. J'ai reprogrammé. Voilà, j'ai retrouvé un autre chemin. Donc du coup, tu crées cette connexion avec ton cerveau, ton orteil bouge, et là, en fait, tu rentres dans un cheminement très positif, j'imagine. Oui. Alors très positif.
beaucoup de travail, beaucoup de souffrance. Je te passe tout ça, bien sûr. Douleur et tout. Mais douleur, tiens, c'est pareil. Autre anecdote sur le cerveau et ces innombrables et inépuisables capacités du cerveau humain. Quand tu as ma pathologie, tu as aussi des douleurs permanentes. C'est un peu... Ça prend cher. Tu vois. Déjà, pour remarcher, c'est très compliqué. x14, comme je te disais. Et j'ai mal tout le temps. Tout le temps. Alors, il y a des douleurs mécaniques, c'est-à-dire que le corps humain, le squelette, j'ai des douleurs au dos, du fait de ma démarche, tu vois, ou des sciatiques, des choses comme ça c'est mécanique. Mais tu as aussi ce qu'ils appellent des douleurs fantômes, qui n'ont pas lieu d'être, mais qui, crois-moi, sont bien présentes. D'accord. Ça te remonte des informations où tu souffres dur, tu vois. Des douleurs fantômes. Et ben ça, c'est pareil. J'ai utilisé mon cerveau pour les faire disparaître. Je te vois sourire. Hein. Je te fais pas partir en courant. C'est bon. Non, pas trop peur. D'accord. Moi, je suis à fond dedans. Ok. Alors, je pense que ceux qui vont nous voir ou ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, ils vont être à fond dedans aussi. Eh ben, tant mieux si ça peut donner de l'espoir et des clés, tu vois, pour des personnes à se dire mon cerveau est capable de plein de choses. Voilà. Eh ben, allons-y. Et l'anecdote est la suivante. Enfin, plus qu'une anecdote, mais mon expérience de vie, quoi. Bon, bah, comme tu disais, hein, 17 ans, centre de rééducation, 18 ans, je souffle mes bougies, je remarche entre deux barres, bah, comme dans le film Passion, etc. Je sors trop tôt avec des béquilles, mais je dis, ouais, je veux me confronter à la vie, hop. Et là, j'arrive vers mes 20-22 ans à peu près, et toujours à traîner ces douleurs terribles. Mais vraiment, à te taper la tête contre les murs, tellement c'est terrible, tu vois. Donc, la médecine traditionnelle, te traite ça avec des médicaments. Bon, classique. Et puis, tu sais, le corps humain s'habitue à la dose. Donc, plus de doses. Et plus fort. Et des dérivés de morphine. Tu vois. Et encore plus de doses de morphine. Bon. Addiction. Et arrivé à un tel point d'accoutumance à 22-23 ans, quelque chose comme ça, que je vais carrément sur Paris, là, dans un centre spécialisé antidouleur, tu vois, neurologique, antidouleur. On en est là, à 22-23 ans. Et l'éminent professeur devant moi, professeur, hein, pas docteur, hein, professeur, au demeurant très sympathique, me dit, bon, monsieur Barboteau, arrivez vous en êtes, des doses, etc. Là, il n'y a pas d'autre choix. On va vous implanter sous la peau une pompe à morphine. Donc, il me montre ça, une espèce de boîte balèze, quoi, tu vois, sous la peau. Et on va vous mettre un cathéter pour que ça diffuse en permanence la morphine en mode vénère, tu vois, dans tout ton corps, dans tout votre corps. Et puis, vous viendrez recharger la petite boîte tous les mois, tous les 2 mois. Voilà, comme un réservoir, quoi. C'est chaud. Tu le fais ou pas? À 22 ans. Tu commences à me connaître, Michel. Ouais. Non, je veux pas cette boîte. Eh ouais. Et attendez, j'ai 22 ans. Je compte vivre longtemps. Et vous êtes en train de me dire que je vais m'injecter ça de mes 22 ans jusqu'à... je dis non. Je dis, je vais mourir de ça, en fait. Oui, en plus. Pas du reste. Je vais mourir de ça. Ça crée des addictions et tout, la morphine. Terrible. Et puis, plein d'effets secondaires, évidemment. Alors, j'imagine que c'est utile dans certains cas ponctuels, etc. Ou j'en sais... en tout cas, moi, pour mon cas personnel, et ce n'est que mon cas personnel, et oui, j'ai dit à cet éminent professeur, regardez-moi bien, c'est la dernière fois que vous voyez. Parce que j'ai trouvé d'autres moyens. Bah oui. Il me dit, mais c'est pas possible. Je dis, si, je vous jure, c'est possible. Bon. Donc, j'ai fait demi-tour. Je suis arrivé chez moi, à l'armoire à pharmacie, pris tous les médicaments. Poubelle. Bah oui. Et je dis, Florent, faut que tu trouves un autre moyen. Je suis beaucoup documenté, beaucoup lu, etc. Et un jour, je tombe sur un article dans une revue médicale qui explique que, finalement, la douleur, ce n'est que une information qui est remontée au cerveau pour alerter. Tu vois ? Et du coup, genre, attention, tu te brûles, faut retirer ta main, tu vois, ce genre de... tu fais partie de ces personnes qui parlent à son cerveau. C'est ça. T'as tout compris. Je vais lui dire d'arrêter de m'embêter avec ces douleurs. Mais t'as tout compris. Donc, je lui dis, je vais chercher le moyen de chanter cette information, puisque ce n'est qu'une information. Tu vois le truc ? Bon. Alors, je t'avoue qu'au début, c'était des heures et des heures de travail sur moi, tu vois. Allez, je vais retravailler encore sur moi, avec mon cerveau. Je l'ai fait pour la marche, je vais trouver pour la douleur. Donc, ça peut paraître un peu ésotérique, mais je t'explique comment j'ai fait ça. Au début, j'étais obligé de me mettre vraiment, quand j'avais ces crises de douleur extrême, obligé de me mettre dans le noir complet, sans bruit,
allongé sur mon lit, tu vois, ou sur le canapé. Vraiment, voilà, concentré. Et puis, je faisais en sorte, ne pars pas en courant, Michel, non, s'il te plaît. moi, si je pars en courant, il y a tout le monde qui part en courant derrière. Bon, ça va alors. Voilà. Déjà, si tu me vois courir un jour. Ah oui, je pourrais pas te rattraper, moi. Donc j'étais obligé, si tu veux, c'est bien l'autodérision. Ah oui, faut pas se prendre au sérieux, vraiment. Ouais. J'étais obligé de sortir de mon corps, tu sais, de flotter au-dessus et de voir mon corps. C'est comme ça que j'ai acquis ma méthode actuelle. Bon. Et ça me permettait de voir mon corps, et de modéliser l'endroit de la douleur, peu importe où il était, et de le transformer dans une forme de grosses balles rouges vives. C'était ma méthode. Ouais, chacun sa méthode. Voilà. Celle-là a fonctionné. J'en ai cherché beaucoup. Celle-là fonctionne. Un peu de... Ouais, pour l'inspi, pas du tout. Mais ça m'aurait peut-être fait gagner du temps. J'ai raconté une anecdote sur ça il y a pas hier soir à un copain sur le fait de me voir en double. Ah oui, d'accord. Voilà, non. Mais pas face à Michel. Mais ça aurait pu fonctionner plus rapidement peut-être. En tout cas, quand j'avais visualisé la douleur sous cette forme de balle rouge, toujours au-dessus de mon corps, cette balle rouge, je la faisais s'envoler. Ok. Tu vois ? Et à ce moment-là, je pouvais revenir dans mon corps, j'ouvrais les yeux, plus de douleur. C'est fou quand même. C'est fou le cerveau humain. Mais parce qu'encore une fois, ce sont des douleurs fantômes, donc qui n'ont pas lieu d'être en réalité. Juste cette information que j'arrivais à faire disparaître comme ça. Alors, ça m'a pris des années pour quand même condenser la rapidité du processus. Et le maîtriser, c'est ça. De plus en plus rapidement, etc. De sorte qu'aujourd'hui, 30 ans après, c'est devenu automatique. C'est-à-dire, j'y pense même plus. Tu vois, je discute avec toi, là. Oui. Mais tu n'as pas besoin d'y penser pour enlever. C'est ça. Okay. En revanche, si je prends 2 secondes pour réfléchir et un peu stopper ce processus permanent, tu vois, je sais que là, tu vois, j'ai une douleur dans le genou, mais qui n'a pas lieu d'être. Ok. Parce que je sens pas normalement mon genou, tu vois. Et j'ai une brûlure sous le pied, mais qui n'a pas lieu d'être non plus, tu vois. Et pareil, en parlant avec toi, inconsciemment, mon cerveau faisait le job de faire disparaître toutes ces douleurs en permanence. Fou le cerveau. Hein. C'est fou, et bravo quand même. Ouais, bravo à lui. Ouais. Bravo à vous deux. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une bonne équipe. C'est super intéressant ce que tu racontes, parce que on ne sait pas quand on te voit comme ça, qu'il y a tout ça. En fait, tu es en permanence en train de réfléchir et de travailler dans ta tête. Quoi. Oui, Michel. Et même pas pour le travail. Non. pour pas souffrir. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Ouais. Et tu gardes le sourire. Toujours. La vie est belle, Michel. Ah oui, ça. Mais la vie, c'est un cadeau. Donc, voilà. Il faut en profiter. Ouais, parce que le temps, lui, quand il part, il ne revient pas. On est d'accord. C'est un de mes slogans, ça. Je vais sortir de temps en temps. Bravo. Du coup, tu arrives à enlever tes douleurs avec ton processus. Tu arrives à remarcher. Oui. Ok. Tu te mets debout et tout. Donc là, tu as 23 ans à peu près, 24 ans. Tu n'étais pas destiné à entreprendre. Du tout. Et là, comment tu affrontes le monde professionnel ? Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire ? Est-ce que tu t'es dit je veux entreprendre ou je veux être salarié ? Est-ce que tu veux même travailler ? Tu es comment dans ton état d'esprit ? Ouais. Alors c'est vrai que ça pose 1000 questions à l'époque. Ne pas travailler, je me voyais pas du tout faire ça. Parce que voilà. Et puis quand tout... encore une fois, tu as ta vie d'avant, ta vie d'après. Tu dois te réinventer. Ouais, Donc, temps 1, je réexplique, carrière de grand sportif. J'oublie. Temps 2, Florent, tu te prends en main, il faut que tu remarches, etc. Et tu réussis. C'est fait, voilà. Maintenant, tu as raison. Temps 3, qu'est-ce qu'on fait ? Bon. Pour tout un tas de raisons, encore une fois, j'ai été élevé dans une famille qui nous tirait vers le haut, avec des moyens, etc. Hop, je m'oriente vers école de commerce. École de commerce. École de commerce, ma situation de handicap fait quand même que j'oriente vers quelque chose qui était moins naturel pour moi. C'est-à-dire que tu as 2 filières, soit le commerce, le business, soit, je te vois sourire, c'est ce que j'aime faire, voilà, et ce que j'ai fait ensuite, soit la finance, qui était moins mon truc, intuitivement.
Du coup, je prends cette filière-là parce que ce sont des jobs derrière où tu as moins besoin de marcher, tu vois. Ok. Des jobs plutôt de bureau. Et donc, je me dis, ça correspond plus. C'est plus pour moi, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je m'oriente vers ça. Du coup, tu fais ton école. Je suppose que tu réussis tout comme il faut. Et c'est possible. Voilà, c'est ça. Parce que tu as décidé que ça passera comme ça. Oui, alors, pas que ça, Michel. Alors, Ok. J'aime pas trop parler de moi, mais je crois qu'on est un peu là pour ça, donc je vais quand même le faire. Mais effectivement, voilà, major de promo, tout ça, tout a bien fonctionné, effectivement. Mais pourquoi ? C'est pas le talent ou quoi que ce soit, hein. C'est comme un sportif de haut niveau. Tu peux avoir du talent, mais si tu travailles pas, ça vaut rien, ton talent. Michel, j'arrive dans l'école de commerce, j'ai le temps de ma rééducation, 19-20 ans, quelque chose comme ça. Je n'ai que ça à faire, de travailler. Ok. Michel. Pas le temps de... De toute façon, tu peux faire rien d'autre. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Ok. Le sport, je peux plus en faire. Et c'était ma vie. Plus que ma passion, c'était ma vie. Je peux plus faire de sport. Je sors en boîte de nuit, j'essaye, hein. C'est l'époque, hein. Les jeunes, les copains, les copines. C'est trop triste. Oui. Tout le monde danse. Je fais quoi, moi ? T'attends. Assis sur le fauteuil, à regarder les autres danser. C'est trop triste. C'est pas vivable. Je me dis, si je continue ça, je ressombre, tu vois. Les concerts, les spectacles, je me fais piétiner, bousculer. Donc, je bosse. Ok. Je bosse. Je fais que ça. Une petite parenthèse. Tu as vécu comment le regard des autres sur toi par rapport à ça ? Oh là là. C'est quelque chose que moi, je suis sans pitié avec ça. Ah oui. Je déteste quand quelqu'un se moque d'une personne qui a un handicap. Ça, Oui. C'est mon éducation. Oui. Mais c'était dur. Est-ce que tu as ressenti beaucoup de problématiques liées à ça ? C'était terriblement dur. Ok. Terriblement dur. C'était. J'en parle au passé. Ok. Mais c'est encore récent, cette conjugaison. Tu vois ? C'est la double peine. C'est la double peine. Et ce que j'explique aux gens, déjà un peu d'humanité, bon sang, ça c'est sûr. Et c'est surtout que on n'a pas choisi ça. Non. On n'a pas choisi. Non. Ouais, on aurait le choix. On n'a pas pris la décision d'être comme ça, oui. On est d'accord, tu vois. Et donc c'est la double peine. Quand les gens, et principalement, aussi surtout en France, j'ai eu la chance d'un petit peu voyager, c'était des pays où il y a énormément de bienveillance, tu vois. Des pays où culturellement, comme tu dis, oui, c'est ma culture, c'est mes valeurs, tout ça, où culturellement, des populations prennent soin des personnes fragiles. C'est C'est-à-dire les normal. seniors et les handicapés. Oui, c'est des personnes dans fragiles. les mœurs, en fait. Mais est-ce que c'est pas ça l'humanité avec un grand H ? Mais je dirais qu'il n'y a même pas besoin de le rappeler normalement. Voilà. Et donc les gens qui ne sont pas comme ça, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, nous infligent une double peine. Ok. Déjà, on n'a pas choisi. Que ce soit de naissance ou d'accident, tu vois, de la vie, comme moi, accident de moto, j'étais passager, donc on n'a pas choisi. C'est très dur à vivre au quotidien, en termes de... Oui, bien sûr, c'est très dur. Et quand tu as en plus ce regard des gens sur toi, c'est terrible. C'est terrible. Ou quelqu'un comme toi, ouais. Peut-être maintenant que je commence à te connaître, dis-moi, va se dire quelque part dans sa tête, vas-y. Je vais leur montrer. Alors, entre guillemets, montrer. Ouais. Ça va devenir, cette problématique-là va devenir ma force. Je vais me servir de ce regard-là pour transformer en réussite autre chose, quelque chose en fait. Il y a de ça. Ça. C'est dans sa globalité, c'est ça. Bien sûr. C'est-à-dire que, j'en viens à mes propos, je n'ai que ça à faire de travailler, tu vois. Et quand je dis c'est que ça, c'est même mon moyen de survie, de fierté, de ma raison de vivre, en fait. J'ai compris. D'exister, en fait. Je peux plus exister dans le sport. Je peux pas exister dans les loisirs, dans les sorties, etc. Il faut que tu excelles quelque part. Et voilà. Et alors, il faut que je me réalise quelque part. Et là où tu as raison, d'autant plus, vu mon handicap, je dois exceller pour leur montrer que je fais mieux qu'eux. Voilà la raison pour laquelle je suis major de promo. En France, major de promo en Angleterre. Et qu'en général, partout où je travaille, j'excelle. Parce que je dois montrer. Je veux montrer.
J'avais besoin de ça. Ok. J'avais. Jusqu'à récemment, tu vois. Oui, maintenant. Pendant longtemps. C'est bon. C'est détendu un petit peu ou... C'est bon parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi. Tu vois. T'as des choses, je reviens un peu en arrière sur tes questions, mais qui te congèlent, Michel. Mais qui te congèlent net sur place. Comment quoi? Quand je te dis que c'est récent, le fait que je sois davantage en paix avec ça, c'est que, et là je vais lui rendre hommage, il va se reconnaître, quelqu'un avec qui j'ai travaillé, et je travaille toujours depuis 12 ans, avec énormément de plaisir, quelqu'un que j'apprécie, et je ne l'ai jamais trop dit, donc c'est l'occasion, si tu me permets de le dire dans ton podcast, c'est Xavier. Voilà. Qui un jour m'a dit, parce que ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble, qui m'a dit, mais Florent, parce que je forçais toujours. Écoute bien ça. Je forçais toujours. Ça me replonge loin en arrière. Hein. Pardon, j'étais un peu ému. Prends tout ton temps. J'avais toujours des stratégies, Michel, pour que les gens ne voient pas ça, ou le moins possible. Ok. Toujours. Je réfléchis en permanence, c'était épuisant. Moralement, mentalement. Je me dis, ok, quand j'ai des rendez-vous, tu vois, pour le boulot de ça, où est-ce que je dois m'asseoir pour que les gens ne voient pas? Quand je devrais me lever pour saluer, à quel moment je dois le faire pour qu'il ne voit pas, que je ne doive pas faire des pas vers lui pour qu'il ne voit pas. J'avais toujours des scénarios en tête, toujours des stratégies, épuisant. Et un jour, et je lui ai jamais dit, donc ce fameux Xavier m'a en quelque sorte redonné une seconde vie, pour mieux vivre mon handicap. Il m'a dit, mais Florent, prends une canne pour que les gens voient, et au contraire, comment tu es. Et ça m'a sauvé de ce point de vue-là. Tu vois, je t'en parle, je suis très ému. Il ne le sait pas, mais je le remercie. Parce qu'en fait, de ce jour-là, visuellement, les gens sont bienveillants. Tu vois? Et avant, mais c'est mon erreur, hein, c'est ma faute, je voulais tellement cacher ça, pas que les gens le voient, etc. Oui, c'était une sorte de complexe... Mais complet. Quand je te dis que ça m'a congelé, Michel, je te donne juste une anecdote qui, tu vois, 20 ans après, et je leur en veux pas, parce que je leur en veux pas. Je marchais à l'époque sans canne, dans la rue, en boitant, etc. Il était, je sais pas, je dirais les 10-11 heures le matin, en tout cas le matin, dans la rue de ma ville, Palaiseau, où j'ai construit ma vie, mes filles sont à l'école, j'ai construit mes sociétés là-bas. Je marchais, je remontais la rue comme ça, avec ma démarche, sans canne à l'époque. Et puis t'as des jeunes qui passent en voiture, non mais enfin je leur en veux pas, Michel. Ouais. Oui, non mais... Et qui ouvrent la vitre et vu ma démarche, me disent, oh toi, il est trop tôt dans la journée pour être bourré. Tu vois le truc. Et ils sont partis. Et eux, ils ont fait leur vie et leur journée, ils sont pas doutés du truc. Et je leur en veux pas. Mais moi ça m'a congelé. Tu vois, je me suis adossé contre le mur dans la rue là. Ça t'a remis une réalité en fait c'est d'une violence terrible. Tu vois, parce qu'encore une fois, on n'a rien demandé. Tu vois. Ouais, c'est à double peine. Tu marches pas comme ça par plaisir, quoi. On est d'accord. Bon. Mais eux avaient assimilé ça, et peu importe. Et donc, j'en reviens justement pour illustrer la canne. Ok. Et ouais. Et ça change tout. Tu vois. Donc, s'il y a un autre message à faire passer, peut-être, en tout cas, d'assumer ça. Tu vois. C'est très bien ce que tu dis, mais moi, tu sais, je suis très observateur. Je regarde tous les détails et tout. Et tu as un branding sur les réseaux, mais tu as un branding dans la réalité aussi. C'est-à-dire tu es atypique. Ok, j'aime ça. Ta façon de t'habiller, la canne. Toujours. Ça fait un peu PIMP. Je sais pas si... Il te manque juste le manteau à fourrure avec la canne. Ben oui. Ok, mais c'est parce que j'observe beaucoup les choses comme ça. Je vois ça. Et t'es pas en train de me draguer là? Non, ok, ouf, ça va. Si je voulais te draguer, ça serait fait déjà depuis longtemps. Ok. Et parce que moi aussi, quand je veux quelque chose, je l'ai. C'est bien, bravo. Et du coup, je trouve que ça a un branding sur les réseaux et tout, ça c'est normal. Ok. Mais dans le vrai aussi. Ouais. Et c'est pas choquant et tout, mais ça te donne un style qui est vraiment pas mal, quoi. Super. Dandy, quoi. Voilà, c'est ça. Ça rajoute un effet qui explose. Tant mieux. Tant mieux. Alors, merci. Et en fait, ça a aussi ce côté pratique, tu vois. C'est-à-dire que les gens, du coup, visuellement, comprennent tout de suite, évidemment. Okay. Et ça attire cette bienveillance qui fait un bien fou, Michel. Qui fait un bien fou. Donc, en fait,
Merci Xavier. Oui, vraiment. Il me fait penser à mon père. D'accord. Qui, alors, il n'a pas d'handicap et tout, mais il est âgé maintenant. Et pendant des mois et des mois, il avait du mal à marcher. Ok. Et je lui ai dit, prends une canne. Et du coup, celle-là, c'est Et pas voilà. le même cas de figure que toi, parce qu'il n'avait pas le visuel des autres, il n'avait pas d'handicap. Mais c'est vrai que des fois, tu as quelqu'un qui vient, en fait, il va te soulager juste avec une idée. C'est ça. Et ça va te permettre d'aller mieux dans ta vie. Mais largement. Voilà. Du coup, merci pour tout ce que tu te livres, parce que je sais que c'est vraiment pas facile de parler de tout ça quand même. Évidemment. Surtout qu'il y aura à peu près 2 millions de personnes qui vont écouter. Ah, mais ça, tu m'avais pas dit. Je crois qu'on était qu'entre nous, là. Non, on est entre nous avec les d'accord. autres. Ok. On est entre nous, mais à 2 millions. Évidemment. Et du coup, tu fais ça. Oui. Donc, ton école de com, major partout et tout. Et là, tu t'es dit, il faut que j'entreprends. Oui, c'est ça. Et tu sais quoi, ton premier projet? Alors, j'ai été salarié avant d'entreprendre. Okay. Salarié. Comment? Ça arrive. Ouais. Des gens très bien. Ouais, voilà, bien sûr, hein, je te rassure. On est d'accord. Mais j'ai eu un rapport particulier à ça et tu vas vite comprendre pourquoi. Bon, comme major de promo, tout ça, je me fais chasser. Bon, voilà, Okay. c'est un peu ce qui se passe en général, par un cabinet d'audit, des commissaires aux comptes, voilà, KPMG, Okay. KPMG Audit, et qui m'embauche, voilà, suite à l'issue de mes études, a priori plutôt réussi. Donc c'est un premier job que je fais à la Défense, là, et qui se passe bien au début, même si c'est un métier particulier, mais c'est très formateur, je les remercie, ça a vraiment propulsé mon début de carrière dans la finance. Mais le salariat s'arrête pour moi dans cette boîte-là. Ok. Tu vois, on en revient toujours. Parce que Mais bon, autre temps, autre mœurs. Hein. Donc, on est d'accord. Et tous ces gens-là, les gens dans la voiture, dans la rue, tu sais, oui. KPMG ensuite, tous, aujourd'hui je les remercie, tu vois, parce que c'est ce qui a permis que je me construise aujourd'hui, comme je suis, tu vois. Très en paix avec tout ça. Me font comprendre qu'il y a un plafond de verre à cause de mon handicap. Ok. C'est chaud quand même. C'est très chaud. C'est chaud. Donc des années où je donne beaucoup de moi-même, parce que c'est clairement Koh-Lanta dans ces boîtes-là, tu vois. Des gros cabinets d'audit anglo-saxons, tu bosses du dimanche midi jusqu'au samedi midi, enfin voilà, t'as que 24 heures off par semaine, pas de vacances, tu bosses 15-16 heures par jour, bon, tu donnes beaucoup. Il y a un turnover de 50% chaque année. Ah, c'est le problème, laisse tomber. Laisse tomber. 50% partent chaque année. Enfin, c'est complètement fou. Donc, c'est Koh-Lanta. Belle progression, parce que pareil, je me donne beaucoup, etc. etc. Et puis, là où je devais avoir une belle promotion, depuis 4-5 ans que j'étais chez eux, on m'explique que l'entretien annuel, tu sais, Florent, tu comprends, ce ne sera pas possible. Puis moi, je suis naïf, tu sais. J'ai un côté fleur bleue. Ils savent pas trop qui tu es, en plus, vraiment. Je sais pas, mais c'est quand même le gars qui a dit à un professeur non pour avoir une boîte de morphine, quoi. Voilà, on est d'accord. Donc un peu têtu. Très déterminé. Ok. Très, très déterminé dans la vie, ça c'est sûr. Tu as raison, tu m'as bien cerné. Et bien, je dis non, je comprends pas. Et il me dit, si, tu sais. Oh. Et moi, je percute toujours pas, parce que je suis à des années-lumière de ça, tu vois. Encore une fois, autre temps, autre mœurs. Hein. C'était il y a 20 ans, 25 ans. Et il me dit, mais si, Florent. C'est digne d'un sketch, en fait. Hein. Là, j'ai compris. Hein. Je dis, oui, je comprends. Tu vois, je m'enfonce dans le fauteuil comme je fais là. Tu vois, je revis la scène des années après, quoi. Je dis, j'ai compris. Donc voilà ma démission. Ok. Oui. Là, ils t'ont perdu, là. Hein, comment ? Là, ils t'ont perdu, là. Ils m'ont perdu. Bon, lui, paraît-il, s'est fait mettre un peu au placard, tu vois. Ok. Pas compris pourquoi ils avaient perdu un bon élément, blablabla. Mais ça, c'est leur problème. Et puis, écoute, Michel, avec ma détermination et mon optimisme sans faille, je me dis, ok, c'est comme ça. Donc, je me remets à chercher, puis à trouver un autre job.
Salarié là encore. Bon. Direction financière du groupe Accor. Voilà. Bon, CV qui va bien, donc boum. Tour Montparnasse, tout va bien. Et puis là encore, j'étais toujours dans cette stratégie-là, tu sais, de cacher mon handicap lors des entretiens, avoir des stratégies de fou, hein, mais je te jure. Ça s'arrête jamais dans ton cerveau. En fait. Jamais. Ouais, même la nuit, j'ai un petit carnet à côté, je me réveille, je note. Tu m'as fait peur, même la nuit. J'aimerais bien ne pas dormir, voilà. Mais non, malheureusement, je dois dormir 8 heures par nuit. Bref, donc j'avais des stratégies de fou pour masquer ça, et malgré, dans ces boîtes-là, tu fais 3-4 entretiens d'embauche, voilà, j'étais passé à travers toutes les gouttes. Donc je suis embauché là-bas, et à un moment, alors que j'ai marché dans un couloir et que j'avais baissé ma garde, ma concentration, parce que je pensais être seul, tu vois. Ok. Je croise les doigts d'une manager, Sophie, tu vois, je m'en souviens 25 ans après, tellement ça m'a marqué. Ah ouais, hein. Encore une fois, je n'en veux pas parce que ça m'a permis de me construire, tu vois. Je vois son regard. Elle me dévisage comme ça, tu vois, des pieds à la tête. Et là, j'y vois, Florent. C'est bon, c'est foutu. Tu vois. Et bah ouais, convoqué par la DRH. Mais ça, c'est n'importe quoi quand même. Écoute, autre temps, autre mœurs, encore une fois. Ça doit exister encore. Tristement, ouais. Ouais. Alors que, comme tu dis, ils savent pas à qui ils ont affaire. Mais pas que moi. Hein. Ceux qui s'en sortent, on est des survivants. Et tu vois, ça me révolte. Parce que t'as des taux de chômage, etc., tellement supérieurs des personnes en situation de handicap. Oui. Ok. Alors que, crois-moi, pour en avoir discuté avec quelques patrons sensibilisés à la cause, voilà, quand tu emploies des personnes en situation de handicap, sont des gens d'une loyauté sans faille et qui donnent de merveilleux résultats, tu vois. Okay. Et ça, bon, s'il y avait plus de chefs d'entreprise dans cette dynamique-là... Alors, moi, j'ai un problème avec l'inclusion. Ouais, ok. Je déteste l'inclusion. Pour moi, ça ne devrait pas exister. Ça devrait être une normalité. Je suis d'accord. Et aujourd'hui, j'ai toujours cette sensation que c'est un produit de communication. Je suis d'accord. Pour certaines boîtes, c'est comme tout ce qui est l'inclusion dans la discrimination aussi, raciale, tout ça. Ouais. Obligé de le faire en discrimination positive, mais c'est un non-sens révoltant. Faire en sorte qu'il y ait moins de charges et tout. C'est ça. Enfin, je vais exagérer, hein, parce que moi je suis un peu comme ça. Mm-hmm. Si tu recrutes un handicapé, tu payes moins de charges. Mais quel message ça envoie à l'handicapé? C'est ça. C'est horrible. C'est ça. Embauche-moi s'il te plaît, tu vas moins payer de charges. J'ai horreur de ça. Mais comme sur un autre sujet, mais parallèle, la parité homme-femme, tu vois. Oui. Voilà. Bah oui. On en a encore là, Michel, quand même. Alors moi, dans mes boîtes, je respecte pas la parité. Il y a plus de femmes. Ok. Comme ça, c'est réglé. Ouais, parce qu'elles sont plus compétentes. Et ça, on pourra en faire un autre sujet, mais j'en suis persuadé. Je peux comprendre ce que tu veux dire. Bah oui. C'est des personnes, voilà, déjà qui sont d'une loyauté bien supérieure aux hommes. Ça, je l'ai observé dans mes différentes sociétés, tu vois. Et plus droite. Plus droite. Et je vais te dire une chose aussi révoltant que ça soit, qu'à poste équivalent, elles ont dû tellement plus travailler qu'un homme pour arriver au même niveau de poste, exceller. Que mathématiquement, comme elles ont plus bossé, elles sont plus compétentes. Point barre, c'est QFD. C'est fou. Tu vois, tout est dit. Et ça, je l'ai observé dans toutes mes différentes sociétés depuis 15-20 ans maintenant. Bah oui. On va en refaire un podcast, on va parler de ça. Avec plaisir. Avec plaisir. Et pour en revenir à ça, cette manager qui me voit convoqué par les RH, etc., fin de ma période d'essai. 2 jobs salariés de suite, quand même. Oh, c'est horrible. Tu vois ? Et là, écoute, c'est même plus que inconsciemment. Consciemment, ça me plonge dans un schéma. Je dois avoir 25 ans, tu vois, à l'époque. Mais je dis, Florent, tu vas pas faire toute ta vie comme ça. Tu vois ? Tu vas pas toute ta vie dépendre de bon vouloir d'employeurs qui te mettent dehors à cause de ton handicap. C'est impossible à vivre, ça. Bon. Donc, j'ai réfléchi. Et comme en plus, bon, très honnêtement aussi, je suis issu d'une famille plutôt d'entrepreneurs. Okay. Mon père entrepreneur, bon, ma maman artiste, voilà, mais mon père entrepreneur. Entrepreneur quand même. Ouais. Oui, c'est vrai, indépendante, bien sûr, tu as raison. Mon grand-père maternel, entrepreneur aussi, okay. Bon, baigné dans tout ça, si tu veux. Ben, je me dis, je vais monter ma boîte.
Comme ça, au moins, je serais maître de mon destin. On va pas leur faire le signe, mais j'ai compris. Ouais. C'est en 4 lettres, ouais, c'est ça. Et pas en français dans le texte. Exactement. Je le pense tellement. Ouais. Alors que, tiens, pour l'anecdote juste, ils y perdent tellement à ne pas considérer effectivement la valeur d'être humain, parce que oui, on est des êtres humains, qui sont tellement battus en plus pour s'en sortir. Que travailler ne fait pas peur. Et au contraire, moyen de se réaliser, fierté, loyauté. Appartenance. Et oui, donc les entreprises ont tout à y gagner. Et pour la parenthèse, je pense intéressante, c'est ce que les Japonais ont traduit dans un art, Ok. je vais peut-être apprendre là, qui s'appelle kintsugi. Tu connais ça ou pas? Non. C'est tellement important à mes yeux quand j'ai découvert ça il y a 10-12 ans, parce que ça me représente moi, mon combat de ma vie, que je me le suis même tatoué, tu vois, ici. Ok. Voilà. Je te le montrerai, mais pas là. Un autre jour autour du barbecue, ok. Allez. En entier. Là, c'est toi qui me drague. Voilà. Pas encore. L'art japonais kintsugi, mais qui est millénaire, ça consiste à réparer un objet cassé plutôt que de le jeter. Tu vois? J'ai compris. Tous ces vases-là autour de nous, etc., ils tombent, ils se brisent en plusieurs morceaux. Plutôt que de le jeter parce qu'on le juge devenu inutile, on prend le temps de le reconstruire avec, écoute bien ça, du liant en or pur. Ok. Donc ça fait que ton objet, non seulement il devient unique au monde, mais beaucoup plus joli, puisque doré à l'or fin, et plus résistant qu'avant, tu vois. Et c'est, par extrapolation, la résilience, en fait, chez l'être humain. Et du quand coup, tu te reconstruis. Excuse-moi, je te coupe. Tu T'en prie. considères que tu t'es ce fameux objet. Ouais. Tu te reconstruis. Ouais. Et aujourd'hui, tu es résistant et unique. Ouais. Unique, c'est certain. Faudrait pas plusieurs comme moi, parce qu'on n'est pas tout seul dans ma tête, ça c'est sûr, mais unique, c'est certain. Plus fort et plus beau qu'avant, bien sûr, parce qu'on est avec une flamme incroyable. J'ai une phrase tout à l'heure, je voulais la dire, mais je la dis maintenant. C'était mon leitmotiv tout le temps, quand tu disais oui, ma joie de vivre, etc. C'est quand tu t'en sors, tu reviens des enfers, hein, Michel, quand même. Hein. Tu reviens des enfers. Hein. J'ai une phrase qui dit « Tomber est humain, se relever est divin ». C'est la définition de la résilience. C'est ça. Et toi, tu en es, c'est ton deuxième prénom. Ouais. Ouais. Parce que moi, j'en ai rencontré des personnes dans ma vie, hein, mais toi, tu m'inspires beaucoup quand même. Hein. Ah oui. Et des personnes qui m'inspirent, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Et tu as une force intérieure oui. qui est incroyable, qui va au-delà de ce que tu as entrepris, tu as réussi dans le monde peu importe ça. Du monde pro, oui. mais tu gagnes plus à être reconnu par qui tu es, par rapport à ce que tu fais. Mais je suis d'accord. Regarde, depuis tout à l'heure, on parle pas de travail. Des milliers de personnes, si je ne dis pas des millions, à être plus fortes tous les jours si tu partageais ton histoire un peu plus souvent. Alors merci Michel, on m'a régulièrement, depuis des années, proposé ça, demandé ça, tu vois, des émissions, des livres, tout ça. Bon, j'étais pas prêt. Je crois que je le suis maintenant. Et je suis content que ce soit un petit peu à travers moi, un petit peu. Bien sûr, non, beaucoup passes, grâce à toi. Non, merci pas beaucoup, c'est grâce à toi seulement. Moi, je suis juste un support. Hein. Mais en tout cas, bravo pour tout ce cheminement-là, en fait, parce que moi, je pensais avoir galéré dans ma vie. Mais en fait, là, tu m'as calmé. Non. Non, je rigole. Non, on a tous la mesure. Mais en fait, non, je pensais être résilient, être fort. Tu l'es, bien sûr, tu l'es. Mais j'ai trouvé, pour une fois, quelqu'un qui peut m'apprendre. Ouais. Tu vois, et ça, je sais pas, Michel. Mais écoute-moi bien, on est tous... Tu m'as appris là pendant 1 heure, quand même. Arrête. Et je vais te faire une confidence que peu de gens savent, tu vois. J'ai hésité à le dire tout à l'heure, mais ce que tu m'évoques là, il faut absolument que je le dise du coup. Vas-y. Moi, il y a quelqu'un qui m'a sauvé la vie quand j'étais en centre de rééducation. Okay. Ça nous replonge là dans quand j'avais 17 ans. Et il le sait même pas. Voilà. Donc si je peux lui rendre hommage aujourd'hui, j'aimerais bien, si tu me le permets. Bien sûr. Alors je t'explique. On revient en arrière. Je
Je suis sorti du coma, je suis en centre de rééducation, blablabla. Tu revois le timing là. Et puis, j'arrive dans ce centre de rééducation, le même que Grand Corps Malade. Hein. Et tous les médecins, on en est là, hein, qui tous les jours me disent jamais tu seras debout, jamais, jamais, jamais. Bon, je t'ai fait un raccourci tout à l'heure quand je t'ai dit que j'avais le sourire tous les jours, que je soutenais le moral de ma famille, ce qui est vrai, hein. Mais j'ai fait un raccourci. Pas au début, Michel. Au début, t'es en colère. T'es en colère. Oui, tu as envie de tuer tout le monde. Ou toi-même, peut-être. Ouais, ça passe tout ça. Les gens, non, mais enfin, t'es en colère. Et c'est trop injuste. Pourquoi ? Tu vois, tu connais, phase du deuil. T'es trop en colère. Donc, pourquoi je te dis ça ? C'est que mes premiers jours et même semaines, hein, j'avoue, semaines dans le centre de rééducation, en région parisienne, j'étais très peu fréquentable. J'étais de mauvaise humeur tout le temps. Ça contraste. Ouais, avec aujourd'hui. Complètement. Ouais. Mais je te dis les choses très honnêtement. Merci. Et typiquement, le midi, quand on mangeait dans la cantine, étoilée, non, je plaisante, tu sais, le purée, là, je ploffe. Ouais. Fallait pas venir me voir à table. Exécrable. Ouais. Enfin, disons, je faisais vite comprendre que fallait me laisser tranquille. Fermé. Voilà. Complètement fermé dans ma douleur, dans mon mal, dans mon incompréhension, dans ma tristesse, dans ma colère. Je parlais pas mal aux gens, si tu veux, parce que j'ai toujours été un gentil. Mais ils croisaient mon regard, ils savaient qu'il fallait pas s'asseoir à ma table. Tu vois ? Et c'était comme ça pour tout. J'étais gentil avec les gens qui me lavaient, mais c'était tout. J'étais gentil avec les gens qui prenaient soin de moi, mais c'était tout. Voilà. Juste bonjour, pas un sourire, rien à l'époque. Voilà. Complètement fermé dans ma douleur, en fait. Et puis, il y a un petit bonhomme, un jour, qui est venu me sauver. Mais comme un ange, tu vois, descendu pour moi. Mais c'est sûr, je crois beaucoup aux choses comme ça, les énergies, l'univers, tout ça. On est deux. J'étais tellement dans mon mal, quelqu'un a décidé pour moi qu'il fallait me donner une clé, qu'il fallait m'aider, tu vois, à sortir de ça, de ce cercle vicieux, quoi. Et pourquoi je te parle de la cantine ? C'est parce que c'est à cette fameuse cantine où depuis des semaines, personne n'osait venir s'asseoir à moi tellement j'étais d'une humeur et d'un regard noir, tu vois. Là, t'as un petit bonhomme, je rappelle, hein, j'avais 17-18 ans, lui devait en avoir 10-11, tout petit haut, qui arrive en plus dans un fauteuil électrique, c'est-à-dire lui était carrément tétraplégique, hein, donc il pouvait même à peine se servir de ses bras. Il vient comme ça avec son plateau, en face de moi, et me dit « Salut, je viens manger avec toi ». Et il me laisse pas le choix. Salut. J'aime bien la manière dont tu dis le salut, parce que ça doit représenter exactement la manière dont il le dit, quoi. Et moi, je lève le nez comme ça, énervé, prêt à lui dire et lui faire comprendre « Tu t'en vas, quoi ». Et il commence à me raconter son histoire. Alors qu'il était, tu vois, avec les plus grandes difficultés, à prendre des couverts adaptés pour être, tu vois. Il te donne une leçon en même temps, c'est ça ? Michel, terrible. Écoute la conclusion. Et il me raconte son histoire. Et il me dit, voilà, je sais pas pourquoi t'es là, mais moi c'est de naissance, je suis comme ça, donc je viens faire des examens régulièrement ici, donc je suis là pour la journée. Et puis j'essaye d'être dans une école normale, parce que la vie est belle, etc. Bon allez, salut, hein, bonne journée. Et il s'en va. Comme ça. Non. Tu vois ? Et moi je l'écoute comme ça. J'ai même pas son prénom, Michel, tu vois, aujourd'hui. Mais ce petit garçon, à l'époque, m'a sauvé. Parce qu'il m'a permis de me dire, mais Florent, plus jamais un jour de ta vie tu te plains. Plus jamais. Par respect pour ce garçon-là. Pour ce garçon qui a le sourire et tout, en plus. Ça me donne des frissons, Michel. Je te parle de ça, j'en ai des frissons. Je dis, Florent, plus jamais tu as le droit de te plaindre. Voilà. Parce que ça fait le lien à ce que tu dis là. C'est-à-dire, moi, c'est pas aussi dur. Mais si, c'est dur pour tout le monde, Michel. Oui, mais bien sûr, c'est dur pour tout le monde. T'as des duretés qui sont plus dures que d'autres. Il faut juste s'en rendre compte, en fait. Voilà. Et si ça peut aider certaines personnes à se dire, ok, redonner de l'espoir, du courage, etc. Tu vois, le moral, tant mieux. On va bientôt arriver à la fin de ce podcast. Ah, déjà ? Et juste rappelle-nous, tu emploies combien de personnes ? Ah, c'est du boulot, là.
Vite fait un chiffre. Exagère un petit peu si tu veux. Non, mais c'était bien là. Okay. Juste pour parce que en fait, on est passé dans une phase. Moi, je prépare jamais mes podcasts. Parce que déjà parce que j'ai pas besoin. Ok. Et que moi j'aime bien quand c'est authentique. On n'avait pas trop parlé avant vraiment de nous, et là on a fait vraiment connaissance. Ah ben, mais confirme. avec tout ce que tu as vécu, j'aimerais bien juste. C'est pas pour faire du voyeurisme ou faire le prétentieux, tout ça. Dis-moi. Mais dire que voilà, avec tout ce que tu as vécu, voilà ce qu'il y a aujourd'hui. Ah oui. Et que c'est possible. Voilà. Alors là, du coup, je suis d'accord. Tu vois, c'est possible. Il n'y a pas de frein, en fait. Voilà. C'est ce qu'on est capable de dire à notre cerveau, ce qu'on est capable d'entreprendre, et c'est que c'est une question de volonté. En fait. Voilà. Et que rien ni personne ne peut nous mettre les bâtons dans les roues. Rien ni personne. Et toi, tu en es la preuve. Hein. Merci. Parce que toi, la vie, elle t'a... Elle m'a pas fait de cadeau. Non. T'as pas fait de cadeau. Non. Et on pourra faire d'autres podcasts où j'ai encore plein de choses à te raconter. J'ai sorti une phrase il y a pas longtemps. La vie, t'as des fois l'impression de toujours te noyer. Et moi, je dis non, c'est juste la vie qui t'apprend à nager. Oui, mais c'est sûr. Et toi, t'en es la preuve. Oui. Donc aujourd'hui, tu fais quoi? Oui. Alors pour illustrer ça, juste, je suis tellement d'accord avec toi. J'ai un seul tableau dans mon bureau. D'accord. Okay. C'est une phrase de Mark Twain qui est pile en face. Je la vois tous les jours quand j'ai travaillé. Mark Twain qui a écrit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est l'histoire de ma vie, ça. C'est incroyable. Tout est possible, Michel. Voilà, tout est possible. Notre cerveau est capable de choses extraordinaires. Donc effectivement, pour dire ça aux gens, je suis d'accord de parler un peu boulot. Oui, il faut. Aujourd'hui, dans une de mes sociétés, oui, ça emploie plus de 700 personnes en France. Bravo. Voilà, puis ça fait un chiffre d'affaires sous enseigne, ce qu'on appelle de plus de 100 millions d'euros. Bravo. Voilà. Donc tout est possible, oui. Et j'imagine management bienveillant. Oui. Voilà, obligé. Faut demander à mes salariés. Obligé, non, mais c'est ce que je suis. Donc, oui, c'est ça, c'est pour ça que je dis ça. T'as tellement subi aussi. Ouais. Et pas dans le... Toi, c'est pas juste fini ton travail. C'est... On t'accepte pas à cause de ton aspect. C'est ça. Et donc aujourd'hui, t'es, entre guillemets, obligé d'être bienveillant parce que t'as vécu de l'autre côté. Oui, mais c'est en moi, bien sûr. C'est ancré en moi et encore plus avec ces expériences douloureuses. Oui. C'est évident. Donc, c'est quoi tes entreprises les plus connues? Je le sais. Hein, oui, la plus connue, c'est Ewigo, EWIGO. Donc, c'est un réseau de vente de voitures d'occasion en France. Voilà. Ok. Ben, bravo pour tout ce que tu fais. Merci, Michel. Bravo pour qui tu es. Merci. Moi, aujourd'hui, j'ai eu une masterclass. J'ai appris. Je veux me ressentir plus fort qu'il y a 1 heure, 1 heure et demie. Okay. Et je pense que les personnes qui vont regarder et écouter vont ressortir plus fortes. Et si ça a aidé à ça, je suis merci content. Pour tout. Merci à toi. Et bientôt barbecue. Hein. Ouais, ça c'est sûr.